Vous écoutez le Maquis, le podcast de l'AMECAS. Nous sommes ravis de vous recevoir pour la première conversation de la saison 2 du podcast. L'AMECAS est un think tank panafricain qui traite des problématiques sociales, économiques et historiques liées à l'Afrique subsaharienne et à ses mondes afrodescendants. C'est d'ailleurs de l'histoire et de sa transmission dont nous allons parler aujourd'hui. 3 étudiants de l'AMECAS vont nous partager leur expérience dans la quête de connaissance de leur histoire. Je les laisse à présent se présenter à vous. Je vais commencer. Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Randy. J'ai 21 ans et j'ai validé l'équivalent d'une licence de gestion à l'université Paris-Est Créteil. En ce moment, je suis en service civique. Et pour ce qui est de l'histoire, de la transmission et de mes origines, je suis français, d'origine congolaise, de la République démocratique du Congo, Kinshasa, représente. Salut, alors moi je m'appelle Mathilde, je suis en licence de sociologie en 3e année et pour mes origines, donc je suis française, d'origine guadeloupéenne et je suis métisse. Salut, moi c'est Sirandou, j'ai 22 ans et je suis en études d'histoire africaine à l'université Panthéon-Sorbonne. Mon champ de recherche porte sur les diasporas ouest-africaines en France et je suis moi-même issue de cette immigration-là puisque je suis d'origine malienne. Moi c'est Patricia, j'ai 20 ans, je suis en 3e année de licence de droit. Je suis française, originaire et mes parents sont d'origine bissau-guinéenne. Donc pour commencer, qu'est-ce que vous entendez par histoire ? Qu'est-ce que l'histoire vous évoque ? Ça dépend en fait de quelle histoire on parle. Je pense qu'on pourrait commencer par dire que l'histoire c'est une science sociale qui étudie les interactions humaines dans le temps. Donc, je suis pas historien, mais il me semble que c'est à peu près ça. Si je devrais vraiment donner une définition personnelle de l'histoire, pour moi l'histoire c'est avant tout l'histoire qui a fait que je sois là où je suis aujourd'hui, dans ce podcast. Et donc logiquement ce qui a fait que mes parents se sont rencontrés, d'où est-ce qu'ils viennent, et si on regarde au sens plus large, finalement l'histoire des interactions des personnes africaines, noires, en France, vers la France ou depuis la France. Mathilde ? Ouais, pour moi l'histoire c'est une question très compliquée puisque je trouve que ça fait se rejoindre plein de choses différentes et du coup je pense que c'est l'histoire familiale mais en même temps que c'est à prendre en compte dans un plus grand contexte l'histoire de la France, l'histoire de la colonisation et française et ouais, du coup je trouve que c'est un terme assez compliqué à définir. Pareil, je me retrouve pas mal dans les définitions que vous avez faites de l'histoire et moi qui suis étudiante en histoire, j'ai tendance à faire un distinguo entre d'un côté la grande histoire entre guillemets et la petite histoire et la petite histoire c'est une histoire un peu plus locale, encore plus locale que locale même puisque c'est l'histoire qui concerne les individus en rapport avec leur famille, en rapport avec leur société d'origine et elle s'insère inévitablement dans la plus grande histoire, l'histoire qui est enseignant en général, l'histoire qu'on véhicule le plus, l'histoire des grands personnages, l'histoire des États, une histoire plus politique. D'accord. D'ailleurs, cette histoire, comment elle vous a été transmise ? Après les définitions que vous avez dites de l'histoire, comment cette histoire que vous avez définie, elle vous a été transmise ? Randy ? Tout dépend encore une fois de l'histoire dont on parle. Je pense que pour ce qui est de la grande histoire, comme Sirandou disait, l'histoire politique, celle qu'on apprend à l'école, on l'apprend à l'école. Il y a, je pense, dans la majorité des pays qui ont une éducation nationale qui fonctionne, un programme qui est décidé par l'éducation nationale, parce que Sirandou le confirmera, mais l'apprentissage de l'histoire, c'est quelque chose d'éminemment politique, dans la mesure où en fonction de ce qu'on va raconter aux enfants tout au long de leur scolarité, de leur petite enfance à leur jeune adultesse, j'ai envie de dire, excusez-moi du néologisme, ils vont se construire et développer une vision du monde qui va être particulière. Et pour ce qui est de la petite histoire, pour la petite histoire, en tout cas dans mon cas, c'est forcément quelque chose de familial. Après, moi, dans mon cas spécifiquement, en tant que
afro-descendant en France qui n'a jamais été en Afrique et qui a finalement jamais quitté l'Europe, la transmission dont on m'a fait part de l'histoire de ma famille était forcément lacunaire. J'ai dû pousser, j'ai dû chercher. Mes parents n'ont pas forcément eu le réflexe de me dire de quelle histoire j'étais issu, de quelle famille, de quelle population, ethnie, et finalement comment ne serait-ce que eux-mêmes se seraient rencontrés. D'accord. Ok. Mathilde? Bah, du coup, donc pour réagir un peu aussi à ce que Randy a dit par rapport à l'histoire politique, donc personnellement, l'histoire de la Guadeloupe, j'ai pas l'impression de l'avoir apprise à l'école. Et enfin, j'ai l'impression d'avoir même, enfin, il y a une anecdote que je raconte souvent, en fait, c'est par rapport à Napoléon, où on nous apprend tellement de choses au lycée, enfin au collège, sur Napoléon, mais genre j'ai appris il y a pas si longtemps que ça finalement, enfin il y a quelques années, que Napoléon avait réinstauré l'esclavage. Et alors que ça, je trouve que ça devrait être, peut-être que ça devrait être beaucoup plus mis en valeur dans notre programme en fait, parce que pour moi, quand j'imagine Napoléon, enfin je connais les grands événements de sa vie en fait, mais ça c'est un truc qu'on n'a pas du tout souligné en fait dans l'éducation à l'école. Et du coup, tout ce qui est politique, enfin l'histoire politique de la Guadeloupe, par rapport à la colonisation, c'est des choses que j'ai pas apprises. Et en fait, on nous dit que c'est un département français, et pourtant j'ai l'impression que tout ce que je connais de la Guadeloupe, en fait, c'est parce que c'est ma famille qui me l'a dit, ou alors parce que j'ai lu des choses à ce propos. Mais il y a vraiment un gros manque pour la transmission de l'histoire des départements d'outre-mer par l'école française. Et du coup, comment est-ce que on m'a transmis l'histoire de la Guadeloupe? Je dirais que du coup, c'est par mon père, et notamment par la culture, où je trouve que la musique, ça m'a indirectement transmis beaucoup de choses. Et aussi par rapport aux souvenirs que mon père ses souvenirs de Guadeloupe en fait, qui me raconte. Et après en fait, quand je les retrouve dans des paroles de chansons guadeloupéennes, ou alors la littérature, enfin dans des choses comme ça, où je trouve qu'il y a une connexion. Et du coup c'est plus ça qui m'a transmis l'histoire, donc mon père et ma famille du côté de mon père, et la culture. Voilà. D'accord. Ouais, pareil que Mathilde, je me retrouve pas mal dans ce que tu dis, parce que moi, ma première introduction à l'histoire, c'est par ma famille. En vrai, c'est pas genre on m'a assis, bon Sirandou, aujourd'hui on va te parler d'histoire, tu vois. Ça a été par des canaux indirects comme la culture, la musique, beaucoup de musique qui tournait chez moi, la nourriture aussi. Et ça a été ma première introduction à l'histoire. Et aussi inévitablement par les canaux scolaires, avec une histoire un peu plus institutionnelle et politique, comme disait Randy. Et moi, c'est marrant parce que lorsque vous parliez, j'étais en train de penser aux programmes scolaires qui m'ont été dispensés. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'ai grandi du coup en banlieue, dans un collège qui était un collège de ZEP, zone d'éducation prioritaire, maintenant qu'on appelle REP. Et du coup, les programmes scolaires étaient vraiment fébriles, et j'ai l'impression que mes connaissances historiques étaient vraiment lacunaires, genre, parce que c'est marrant, mais Napoléon, je crois qu'en entrant en L1 histoire, je le connaissais pas vraiment, genre. Je savais que Napoléon, c'était un empereur français, mais j'avais vraiment des connaissances lacunaires, et encore pire, presque zéro connaissance de ce personnage-là. Et moi, mon goût de l'histoire m'est venu par ma famille, mais aussi par mes recherches propres, parce que j'ai très tôt fait preuve d'autodidaxie, parce que j'avais la curiosité d'en apprendre plus sur l'histoire, sur l'histoire du pays dans lequel je vis, la France, l'histoire contemporaine, l'histoire un peu plus ancienne, et aussi l'histoire d'où je viens, c'est-à-dire le Mali. Et voilà.
Je me permets de réagir à ce que Mathilde a dit parce que je trouve que c'est un exemple qui est très parlant de tout ce qu'on vit en tant que personne, j'ai envie de dire racisée en France, mais plutôt issue d'une immigration, je dirais, plus ou moins directe. Dans mon cas, mes parents sont tous deux originaires de la République démocratique du Congo, comme je l'ai précisé, et moi aussi, je me suis retrouvé à un moment à me poser la question mais comment ça se fait que moi, je suis en France, mes parents sont congolais, et on vit tous ici, genre, ils sont télétransportés à un moment ou quoi. Et je me souviens mon père qui me racontait comment ils s'étaient rencontrés, et il m'a dit que lui, de base, vivait à Toulouse, ma mère était en Angleterre, et à l'occasion, à des vacances, il y est parti, il l'a rencontré, donc ça devait être dans à la fin des années 90. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, ils repartaient en France, il a prévu de la marier. Enfin, il avait promis de la marier, il est revenu l'année après, il l'a mariée. Ok, je fais bon. Tout ça, c'est génial, papa, félicitations. Mais comment t'expliques le fait que vous soyez congolais, maman elle est en Angleterre, toi t'es à Toulouse, dans le sud de la France, qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez là? Et en grattant un petit peu et en faisant mes recherches personnelles, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un moment dans l'histoire où mon père, qui étudiait la philosophie à l'université libre de Kinshasa, si je dis pas n'importe quoi, faisait partie des mouvements des révoltes universitaires contre Mobutu, et il a dû fuir. Tout comme mon oncle, qui est du coup, plutôt du côté de ma mère, a fui, et mon père, lui, a fui en France. À Toulouse, il a commencé du coup à travailler. C'était précaire, et mon oncle, lui, a plus de chance, il a étudié en Belgique, et il a continué. Il y en a un qui est docteur aujourd'hui, mon père, il travaille dans le bâtiment. Donc c'est vraiment des choses qui parlent. Et pour revenir sur ce que tu disais, je trouve que c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant la question de l'histoire dans l'éducation nationale par rapport à Napoléon, dans la mesure où il me semble que le moment où on évoque Napoléon dans le programme d'histoire française, c'est au lycée. Et on passe pas mal de temps à étudier comment il arrive au pouvoir, comment il a détruit la République pour mettre en place un empire, parce que c'est ça dont il est question, et comment il a conquéri toute l'Europe. Sauf qu'on prend pas le temps de dire qu'il a remis en place l'esclavage, et c'est absolument pas évoqué, j'ai l'impression. Bon, ça fait longtemps que je suis plus au lycée, mais il me semble que dans le programme, il y a clairement un gros chapitre où on parle de comment il a conquis et comment il a perdu l'Europe. Mais on prend pas en compte le fait que il a remis en place l'esclavage, qu'il a continué à capitaliser sur l'exploitation sur les îles caribéennes et autres. Alors que pour des personnes qui étudient l'histoire depuis les Caraïbes, c'est peut-être important de le savoir. Et donc c'est politique, parce que moi j'imagine que ça arrange la France de mettre dans le placard tout ça. Et du coup, aussi, ce que je trouve intéressant dans ces réponses, et c'est quelque chose que j'entends en fait finalement, j'ai l'impression chez la plupart des personnes racisées, en fait, c'est que quand on grandit, en fait, il y a un moment où on commence à se poser des questions, où en fait pendant des années, genre des dizaines d'années peut-être parfois, mais en tout cas pendant notre enfance, l'école ne nous apprend pas notre histoire en fait, et nos familles nous l'apprennent, mais assez partiellement quand même. Après ça dépend des familles, j'imagine, mais qu'il y a toujours un moment en fait où on doit commencer à chercher nous-mêmes notre histoire, et du coup à acheter des livres, à regarder des documentaires, des films, parce que on se rend compte en fait que, je sais pas, il y a eu un manque et qu'il y a un gros trou en fait dans l'histoire qu'on connaît, et du coup dans notre histoire, genre que, enfin ouais, je sais pas comment je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, parce que pour ma part, j'étais dans une primaire où j'étais un peu en minorité. On devait être deux. Il y en a une qui était guadeloupéenne et moi, dont mes parents étaient originaires de la Guinée-Bissau. Ouais, deux. Et là, en cours d'histoire, comme ça, il y a ma prof qui parlait un peu d'astronomie et tout, et de comment on était parti sur la Lune. Et elle avait précisé, oui, c'est un homme blanc. Elle l'avait dit 2 fois. Et ça m'avait un peu heurtée. Et j'avais regardé, du coup... l'autre fille qui était noire aussi dans ma classe, et je l'ai regardée, on s'est dit, mais c'est pas un peu raciste? C'est pas un peu déplacé? Et la prof, elle nous avait entendu. Elle avait dit, non, c'est pas du tout déplacé, il n'y avait pas de noirs à cette époque. Ah, ils existaient pas. Oui, et depuis, c'est de là où je me suis posé la question, si on n'était pas là, on était où, en fait? Ouais. Et depuis, j'ai commencé à faire plein de recherches sur Internet et tout, à poser des questions à mes parents, parce qu'en fait,
on m'avait transmis l'histoire, mais plutôt l'histoire de mes parents, de comment ils étaient arrivés ici, comment c'était durant leur enfance, ou de mes grands-mères aussi, dont on parlait beaucoup, qui étaient commerçantes et qui avaient une personnalité assez forte et tout. Mais on m'avait pas plus parlé que ça, en fait, de mon histoire personnelle, de ce que ça signifierait quand je serais ici, en fait. Enfin, c'est-à-dire de quelles répercussions ça aurait de moi être une fille d'immigrés, en fait, ici. Et du coup, c'est là où je me suis vraiment questionnée sur mes origines et sur qui j'étais, en fait, par rapport à mon histoire personnelle et comment me situer, en fait. Et du coup, tu as finalement conclu de tes recherches que les Noirs venaient d'une autre planète. Ils sont arrivés dans les années 60. Massivement ici. Ouais. En Afrique du Sud, et ils sont restés parqués dans des petits quartiers. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement, je trouve que c'est intéressant parce que ça met en avant le fait que l'histoire familiale et la petite histoire, d'une manière ou d'une autre, a vraiment un lien fort d'une famille à une autre. Mais si on regarde sous l'angle général, un lien fort avec la grande histoire, celle des populations, des civilisations et de leurs relations les unes entre autres. Et c'est sûr que quand on est issu de parents immigrés en France, généralement d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, des Antilles françaises pour le coup, l'État n'a pas spécialement d'intérêt à nous apprendre la grande histoire, parce que si un jour on ose faire le lien entre la petite histoire et la grande, là on va se révolter. Et ouais, ça fait que aujourd'hui on est sénégalais, mais on sait pas que peut-être dans nos grands-parents on avait des tirailleurs dans notre famille qui ont tué leurs semblables pour participer à l'exploitation française des Africains pour les Français, où on sait pas que on est peut-être d'origine haïtienne et que nos arrière-grands-parents ils ont lutté un jour pour que leur pays soit libre et que ça a donné lieu à de sacrées conséquences. Donc, après avoir écouté vos différents témoignages, j'aimerais savoir, par rapport aux lacunes en fait, qu'il y a eu dans la transmission de votre histoire, comment vous auriez aimé qu'elle vous soit transmise? J'attendais pas forcément Aujourd'hui, en y réfléchissant, j'attends plus grand-chose de l'éducation nationale parce que je comprends que politiquement, quand t'es ministre et que tu t'occupes de ça, pas spécialement d'intérêt à passer en revue l'histoire de tous les peuples. Et puis, je pense qu'il y a des contraintes, genre, même si t'es un savant amoureux de l'histoire, tu sais que t'auras pas le temps de tout mentionner, de tout évoquer, parce que matériellement, c'est pas possible. Le programme est compliqué à mettre en place. Pour aujourd'hui travailler avec des professeurs en histoire, je sais que c'est compliqué de tenir de bout en bout le programme d'histoire au collège ou au lycée, surtout dans des zones où t'as substantiellement moins de moyens, donc en ZEP ou en REP, mais que pour ma part, ouais, je sais que en tant que non-français ou non originaire de la France, même si qu'est-ce qu'être originaire de la France, il n'y a pas spécialement intérêt. Mais je pense que si on posait la question au plus jeune Randy, j'aurais eu cette demande, parce que l'école, c'est une des instances sociales, c'est un des lieux dans lesquels on apprend qui est le plus important, je pense, dans notre enfance, avec la famille et peut-être l'église si on y va, ou d'autres lieux, parce que c'est un lieu où on passe quand même 6 à 7 à 8 heures où on interagit avec un de personnes et on y va en théorie pour apprendre et créer du lien avec les gens. C'est là qu'on développe une grande partie de notre curiosité, et c'est vrai que ça peut faire mal, ça peut être perturbant, ça peut être blessant d'avoir le sentiment que dans ce qui est en fait l'institution qui représente l'autorité en plus à ce moment-là, il n'y a aucun moment où on évoque des choses qui vous parlent, qui vous ressemblent, ou qui peuvent vous rassembler. Le peu de noirs qu'il y avait dans ta classe, par exemple, toi. Ouais, Et c'est triste parce que on peut finir en se disant les noirs ils existaient pas ou ils servent à rien, tout simplement parce que à l'école en France on n'évoque pas l'histoire des noirs, alors que il y a plein de choses intéressantes à dire qui seraient positives ou négatives, mais juste à dire en fait, pour qu'on sache. Justement, sur la représentation, du coup, à ce niveau-là, c'était un peu compliqué d'être en minorité parce que, en fait, tout au long des cours, on va parler que des blancs, en fait, de leur histoire, et toi, tu vois que t'es là, en fait, en cours et que tu leur ressembles pas, et te le font savoir que tu leur ressembles pas et que tu ressembles pas aux personnes dont on parle. Donc on se demande, toi, qui tu es et qu'est-ce que tu fais là, en fait. Ouais. À la rigueur, la question de l'éducation nationale, je trouve qu'elle est plus pertinente à poser à quelqu'un qui est guadeloupéen ou martiniquais, qui en théorie est français,
Parce que dans ce cas-là, je pense que, en tout cas, Mathilde, ça peut sembler, je dirais, plus légitime de se dire, je suis française, mais je viens de la Guadeloupe. Je me trompe pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, la guerre Martinique-Guadeloupe, si je me trompais vraiment. Donc déjà, je précise que je suis née et j'ai grandi en France métropolitaine. Donc du coup, j'ai pas la même expérience que des personnes qui sont nées et ont grandi aux Antilles, où je crois, de ce que ma famille m'a dit, c'est qu'il y a quand même un peu plus l'histoire de la Guadeloupe ou de la Martinique, même si c'est pas beaucoup, il me semble. Mais du coup, moi, par rapport à ce que vous disiez, c'est que aussi, je pense qu'il faut voir le truc comme, c'est pas juste l'histoire des Noirs, ou l'histoire des pays noirs ou des régions noires, mais c'est aussi l'histoire des Blancs, en fait. Genre, pour moi, en fait, l'éducation nationale, c'est primordial, même si je me fais pas d'illusions sur des changements de programme, quoi. Mais c'est primordial pour déconstruire, en fait, tous les clichés, tous les stéréotypes que les Blancs ont sur les Noirs, et en fait de même pas juste dire que c'est l'histoire des pays africains, l'histoire des Antilles, mais que c'est aussi l'histoire des Blancs en fait qui ont au final c'est l'histoire de leurs interactions aussi qui c'est ça. Avant, quoi. C'est ça, et je pense que déjà c'est hyper important de le présenter comme ça pour que tout le monde se sente inclus en fait dans cette histoire. Et comment est-ce que j'aurais aimé que ça me soit transmis? Déjà oui, par l'éducation nationale, et après je trouve que du coup dans le rôle de l'État, c'est même quelque chose de plus large, mais par exemple dans les musées, les expositions qu'il y a dans les musées et tout, et après aussi mais ça c'est plus sur le plan personnel, où j'aurais aimé que mon père m'apprenne le créole. Ah oui, ouais. Ce que je trouve intéressant quand même, c'est que tu regrettes que tes parents ils t'aient pas appris le créole. Moi, je dis que je suis d'origine congolaise. Je peux même pas dire que je suis congolais, je parle même pas lingala. Bon, il y a beaucoup de langues au Congo, en l'occurrence. Je dirais que les principales, ce sont le Kikongo, le lingala, le Kiswahili et le Chiluba. Et je parle aucune de ces langues. Du coup, comment je pourrais avoir la prétention de dire que je suis congolais si déjà... pour des raisons qui ont été évoquées dans d'autres podcasts, j'ai pas la nationalité congolaise. Je suis français de nationalité, je parle pas la langue et je connais que très peu de choses. Très peu de choses m'ont été transmises de la culture, si ce n'est l'alimentation, parce que je mangeais quand même Madeso, du pondo chez moi, Dieu merci. Et la musique, c'est déjà ça, mais je trouve que c'est pas assez, donc ouais... Vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de l'AMECAS. Je suis Sirando Soukouna, présidente de l'association. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afrodescendantes, ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Mais moi, en fait, par rapport à ce que vous disiez, j'avais un peu la tentation de me dire, mais est-ce que c'est le rôle de l'éducation nationale française, de l'État français, qui peine à reconnaître son passé colonial, de dire, bon, ok, on va enseigner tout ce chapitre noir de leur histoire, en fait. Mais toi, dans ton cas, ça t'a été transmis par ta famille de quoi l'histoire en général? Non, ton histoire. Mon histoire? Oui. Oui, je faisais le distinguo entre la petite histoire et la grande histoire, et
je pense que j'ai la chance de dire que à ce niveau-là, mes parents et mon entourage familial a pas mal assuré là-dessus. Enfin, je suis d'origine malienne, du coup d'origine sahélienne, et c'est des sociétés, enfin, je pense qu'on pourrait l'élargir à plein de sociétés humaines africaines où la transmission, elle est, elle est centrale. C'est fondamental. Et, de quel peuple? Je suis d'origine soninké. Non, en fait, du coup, bah, la transmission, elle se fait un peu tout azimut. Genre, c'est pas une instance, genre, aujourd'hui, on va te parler d'histoire. En fait, ça se fait vraiment de façon indirecte, tu vois. Et, voilà, de façon indirecte et à tout moment, en fait. Mais c'est vrai que, voilà, si je devais reprocher une chose à mes parents, comme toi, Randy, et même comme toi, je pense que c'est le fait de pas parler la langue ma langue d'origine. Pas appris à parler la langue, quoi. Non. Aucune, du coup. Non, mais je comprends pas mal le bambara, qui est la langue nationale du Mali, puisque c'est la langue que parle ma mère. Le soninké aussi, je comprends, mais je pense que mes parents, comme beaucoup de parents africains, je pense que mes parents, comme pas mal de parents africains, avaient ce truc de se dire que parler la langue à l'enfant, ça peut être un handicap pour lui. C'est pas inhérent à eux, tu vois, mais pour des générations un peu plus anciennes, on a bien fait comprendre aux parents que leur parler aux enfants issus de l'immigration, leur langue d'origine, ce serait un handicap toute leur vie. C'est tout un sujet de société, parce que je sais que tout au long des années 80, 90, c'est des choses dont beaucoup de personnes immigrées en France parlaient, notamment algériennes, hein, parce que bon, c'est eux les main caractères. Et ouais, il y avait vraiment cette politique on dit aux parents issus d'immigration que leur enseigner, parler deux langues à la maison, ça allait perturber les enfants dans leur éducation, sauf que, à ma connaissance, il n'y a aucune étude qui le prouve substantiellement, et il y a énormément de familles et de pays multiculturels, plurilinguistiques, où les gens, ils ont une éducation qui est correcte. Donc, on va se retrouver dans des situations où les parents, ils vont se brider dans leur transmission de la culture, et pour que les enfants, ils soient pour leur bien, en fait, parce que c'est de ça dont il est question, sauf que après, les enfants, ils sont perdus. Pour être de bons assimilés, quoi. Ouais, c'est ça, ils deviennent assimilés, acculturés, presque. Mais ouais, pour ma part, enfin, la langue, chez moi, on parlait le manjac, qui est la langue de l'ethnie de mes parents. Mais ils me parlaient manjac, mais on répondait en français, en fait. Il n'y avait pas cette transmission où vraiment on apprenait la langue. Mais cette langue, je l'ai vraiment apprise en 2018, quand je suis partie dans le village de mes parents. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à vraiment parler manjac. Et en fait, c'est ce que... Village où? Pardon? Quel village? À Petable. Où? De quel pays, du coup? La Guinée-Bissau. Ah, ok. Parce que même, on m'avait transmis quelques points culturels, parce que bon, il y a les rites, voilà, il y a le mariage, il y a les deuils, et c'est là où on apprend, nous, comment on voit l'union, comment on perçoit le décès, la mort. Ouais, toute la philosophie, finalement. Voilà, tout ce qui est derrière, mais j'ai vraiment compris tout ça en y allant, en fait. Parce qu'il y a un gros gap entre comment on pratique la culture en France et comment ça se passe dans le village même. Parce que déjà, il y a des choses qui sont pas possibles de faire en France. Par exemple, moi, le mariage, c'est sur plusieurs jours, où les demoiselles d'honneur, elles s'enduisent d'huile de palme, où on amène la mariée dans... Culturellement, on est loin de ce qui se fait dans les mairies. Oui, voilà, c'est pas trop possible de le faire ici, et du coup, c'est très enrichissant de voir, en fait, comment ça se passe réellement, en fait. Mais du coup, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, parce que je trouve qu'il y a des éléments qu'on a pas mal mis en avant, genre le fait que y a une grande et une petite histoire et le lien entre les deux, mais là un peu l'espèce de chaîne de la transmission, j'essaie un peu de théoriser pour revenir sur ce qu'on a dit, le fait que déjà il faut qu'on nous l'ait bien transmis, faut qu'on l'approfondisse pour qu'ensuite nous le retransmette, et si ça bloque dans sur une chaîne, sur un des maillons de la chaîne, ça risque d'être très compliqué de transmettre l'histoire, et voilà, surtout dans une société qui n'est pas africaine, où nous on est des afrodescendants, donc en France en l'occurrence, là où l'État n'a pas forcément d'intérêt à promouvoir les cultures diverses, plurielles, qui sont potentiellement africaines ou afrodescendantes, et a tout intérêt à uniformiser par la langue, comme ça a pu être le cas en Guadeloupe pour, je crois, ta tante qui... Ouais. Ouais, où
pour tout le monde à l'école, c'est sûr que il y a la question du où est-ce qu'on doit transmettre, qui doit nous transmettre, et c'est la famille. Et moi, je regrette dans mon cas que mes parents m'aient pas plus transmis, mais je pense que quelque part, c'est aussi un luxe de pouvoir transmettre la culture. Quand tu viens d'arriver en France ou que tu es arrivé en France depuis pas longtemps et qu'économiquement, malheureusement, ça suit pas, que tu as des bouches à nourrir, que tu travailles beaucoup dans des conditions qui sont précaires, quand tu rentres à la maison et que tu es fatigué, faire un petit cours de Lingala ou de Kikongo à tes enfants, c'est peut-être pas la priorité, même si c'est important, hein. Et c'est pour ça que dans des grandes communautés, après les communautés ont leur spécificité, mais dans les grandes communautés, dans les grandes diasporas dans des pays, j'ai tendance à observer que les communautés sous-traitent la transmission, et ça peut être le cas justement avec les juifs ou en particulier les communautés arabophones où les parents ils savent plus ou moins qu'ils n'auront pas le temps ou qu'ils n'auront pas envie de transmettre l'arabe en particulier à leurs enfants, et ils les mettent en école islamique, tu vois, genre le week-end ou la semaine, le soir, ils prennent des cours d'arabe et tout, et d'une manière ou d'une autre, ça leur permet de coller à leur culture, d'apprendre de tout ça, et d'avoir un lieu de transmission qui est peut-être pas celui de l'école ou de la famille. Du coup, tu considères que c'est une bonne alternative. Est-ce que toi, à ton tour, si tu avais des enfants, tu les mettrais dans des cours de Lingala? Parce qu'il y en a, mais est-ce que tu penses que c'est un bon moyen de transmettre? Par exemple, toi, si tu veux l'apprendre, là, le Lingala, est-ce que tu passerais d'abord par ces cours? Ou tu irais au Congo-Kinshasa? Comment tu t'y prendrais? Personnellement, s'il y a quelqu'un qui entend ce podcast et qui veut me faire un petit cours de Lingala, de Kikongo, mon Twitter, c'est... mon Instagram, c'est @RVNDY7. Je suis preneur. Je sais pas si c'est une bonne alternative, mais c'en est une. Et c'est ce qui compte, parce que moi, aujourd'hui, j'aimerais bien apprendre la langue de mon pays, la langue de mes parents. En l'occurrence, ils parlent Lingala l'un à l'autre, mais mon père, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vient de la région de la forêt de Yombe. Et c'est, on va dire, dans le Bas-Congo, donc plutôt entre Kinshasa et Brazzaville. Et on parle là-bas de base le Kikongo ou le Kiyombe. Donc sa langue natale à lui, c'est le Kiyombe. Et il a appris à parler Lingala. Et les Congolais avec qui il interagit, aujourd'hui, parlent tous Lingala les uns entre eux. Donc même lui, il a eu ses problématiques de transmission. Bon, lui, aujourd'hui, il le parle un peu moins, mais je sais qu'il le parle. Mais j'aimerais bien apprendre tout ça, quoi. Pour moi, le minimum, ce serait Lingala. Et s'il y avait des cours de Lingala, je les prendrais, mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit ma famille qui l'apprenne, parce que avec l'apprentissage du Lingala, il y a la culture qui va avec, une culture qui serait propre à la région de mes parents, et pas juste un petit cours de Lingala plutôt au lycée, uniformisé, pour que ça puisse plaire et correspondre à un Congolais qui vient de l'ouest, de l'est, du sud et du nord. Ouais, c'est vrai qu'il y a les problématiques aussi des régions, parce que même pour le Mandjak, c'est une langue qui est parlée dans plusieurs villages, mais moi, si je parle Mandjak du village de mes parents, dans un autre, on pourrait ne pas me comprendre, s'il y a des différences de prononciation ou de mots. C'est marrant parce que c'est à une échelle vraiment limite microscopique, genre local. Et c'est un truc qui a du mal à comprendre aussi. Énormément de stratification. C'est pour ça que quand je vois des pays qui ont réussi à uniformiser leur langue via des académies nationales, genre comme en France où tout le monde parle le même français, je me dis mais c'est incroyable, genre. Ça devait être un travail monstre, ou même en Chine où tout le monde parle plus ou moins le même mandarin. Enfin, c'est un pays qui est énorme. De base, ces gens-là, ils parlent pas du tout la même langue. Donc, normalement aussi avoir une volonté politique des pays africains, de rendre ça plus accessible. Mais bon, là n'est pas la question. Ouais, mais c'est important à soulever ça. Il y avait un truc dont je voulais parler aussi par rapport à ce que tu disais, mais parce que par rapport aux communautés en France, parce que tu parlais de cours de Lingala et tout, et il me semble que en Angleterre, je me souviens quand George Floyd a été tué, et qu'il y a eu le mouvement du Black Lives Matter, j'avais vu des associations anglaises passer, c'était des associations qui, je crois, qui passaient dans des écoles où on pouvait s'inscrire et qui donnaient des cours aux enfants, genre sur l'histoire des Noirs en Angleterre. Et du coup, ça me faisait penser au fait, je me demandais qu'est-ce que vous pensez de la communauté noire en France, parce que pour moi, en fait, c'est aussi à travers cette communauté que la transmission de l'histoire, en fait, se passe.
Ouais, je pense. tu regrettes que le lieu de transmission de l'histoire, il soit pas plus communautaire et que du coup, en plus des manquements de l'école à ce niveau et des manquements de la famille, plutôt que de passer par des institutions, des espèces d'écoles ou d'associations, donc des institutions privées qui nous donneraient des cours, ça pouvait passer par des communautés noires. Il y en a plusieurs, mais dans mon cas, par exemple, communauté congolaise qui se grouperaient ou s'associeraient d'une manière ou d'une autre pour essayer de faire en sorte que tous les enfants qui ont des origines congolaises apprennent le lingala au minimum. Bon, c'est ambitieux, mais c'est une option, ça peut être une option, mais c'est pour ça que l'idée des cours d'arabe pour les personnes qui sont arabophones et donc potentiellement maghrébines, c'est pertinent. Après, je sais pas si c'est la meilleure option, mais ça peut en rester une. Mais est-ce que vous, dans votre enfance, dans votre vécu, vous avez eu l'impression de faire partie d'une communauté comme ça, noire? Enfin, c'est un mot très, très vaste, mais... Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a une communauté plus large que votre famille qui a participé à cette transmission? Familial. Ouais, je Plutôt pense la qu'il y a famille, plusieurs hein. cellules, ouais. Ouais, plutôt Mais familial. oui, Les moi, je sais. cousins, les cousines. Et je pense, dans une certaine mesure, ça contribue à la transmission dans la mesure où, c'est un peu cliché, mais pour les Africains, la famille, c'est important, avec des gros guillemets. Mais partout, ouais. Ouais, bon, partout, je sais pas, hein, mes amis blancs, ils connaissent pas leurs cousins. Moi, en l'occurrence, C'est je grave. peux t'en citer à l'appel. Ouais. Là où je veux en venir, c'est que, ouais, d'avoir un samedi sur deux où tu vas chez un cousin qui lui aussi est lingala et qui a vécu les mêmes choses que moi, donc, essentiellement se faire frapper ou engueuler par des parents qui te crient sur lingala, ça peut être des éléments qui peuvent, je dirais, fédérer autour d'une histoire qui est commune et qui est pas forcément celle que les parents nous apprennent, mais qui nous est commune à nous, genre les afro-descendants africains. Et même dans ces lieux-là, on va avoir encore, je pense, ces transmissions culturelles qui va passer par la nourriture et la musique, parce que quand nos parents rejoignent nos oncles et nos tantes et que nous on joue avec nos cousins, eux ils parlent en lingala, du coup tu les entends. Ils mangent du kondo, du madessou, du coup tu les vois et tu manges avec eux et tu te dis je suis congolais et eux aussi, tu vois, ça fait plaisir. Tu voulais dire quelque chose sur Rando? Ouais, carrément. Comme Randy, c'est ma famille un peu plus élargie, même si on considère que... Enfin, on vient du même tronc, du coup, c'est la famille. Mais du coup, communauté noire au sens plus large, vraiment pas, puisque il n'y a pas une communauté noire en France. Et moi, du fait que je sois malienne, que je vive en Île-de-France, j'ai eu davantage de contact avec... les gens issus de l'immigration malienne que n'importe quelle nationalité en fait. Et ce que je trouve intéressant dans ta question, c'est que ça soulève un débat qui est super important, c'est de se rendre compte qu'en fait, quand on est noir en France, on n'est pas forcément des semblables en fait. Ouais. Je partage beaucoup plus de choses avec un Français, avec l'enfant d'un Belge qui a grandi toute sa vie en RDC, qu'avec l'enfant d'un Sénégalais ou un Sénégalais qui a grandi en France. C'est-à-dire que je pense, ouais. Même si en tout vous cas, êtes du même milieu. culturellement parlant, hein, si je pars du principe que moi je suis congolais et que, prenons un exemple concret, une fille qui s'appelle, je sais pas, Sophie, et qui a eu un parent ou un grand-parent colon qui s'est installé à Lubumbashi et qui a grandi à Kinshasa. Il va y avoir des références culturelles que j'aurais plus en commun avec elle qu'avec un Mohamed Diakité qui vient de la même ville que moi, avec qui je suis au collège, qui mange pas les mêmes plats que moi, qui écoute pas la même musique que moi. Et finalement, c'est là la limite des communautés noires en France, c'est que être noir en France, ça veut rien dire si ce n'est être noir en France. Communauté noire, je pense pas. Communauté congolaise, voire lingalophone, peut-être. Le fait d'être africain, ça peut être un ferment beaucoup plus intéressant et beaucoup plus galvanisateur, qui réunit plus que la donnée noire, genre. Ouais, mais je sais que mes parents, par exemple, on pourrait les inclure dans la communauté noire, mais ils se considèrent pas comme tels, genre. Ouais, mais après, quand tu dis africanité, il y a, moi, personnellement... Tu te sens exclu de ça? Des Antilles, et en plus, je suis même pas née aux Antilles, bref, tu vois, il y a d'autres africanité trucs. pour une Antillaise qui est pas née aux Antilles... C'est vrai. Genre, c'est les racines, mais c'est pas forcément... c'est pas mon expérience. Mais sur la question de la transmission, l'africanité aussi, c'est intéressant dans la mesure où on peut parler d'une transmission d'une histoire africaine à l'échelle des communautés africaines. Mais même là, encore une fois,
ça reste limité dans la mesure où il faut les rassembler, et il faut les rassembler pour transmettre, parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui, c'est la transmission. Et si déjà on a du mal à fédérer les Congolais en France, ou les Maliens, les Sénégalais, ou en fonction de leur peuple et de leur ethnie, pour qu'ils transmettent à leurs enfants, penser africain, c'est plutôt grand. C'est super ambitieux de voir à cette échelle-là, mais je pense que la famille, c'est notre premier lieu de socialisation, et ça devrait être notre premier lieu d'apprentissage. Et je me dis que c'est triste de se dire que on va en apprendre sur on va en apprendre sur notre histoire, notre culture, avec des instances différentes. Enfin, la famille, ça devrait vraiment être la principale. Là où tout se joue et là où la curiosité elle s'éveille. C'est un sujet qui a réflexion, mais du coup, on peut embrayer sur la question suivante, c'est que toi, dans ton cas, si on extrapole, si on essaie de voir à l'avenir, t'aimerais comment, toi, potentiellement, si t'as des enfants? Je sais pas si tu vas en avoir, si on d'où. Oui, sans projet. Une équipe de foot. T'aimerais toi alors leur transmettre comment l'histoire, quelle histoire d'ailleurs, et par quel cercle, la famille, une instance tiers, privée, ou t'aimerais te retrouver dans des situations où l'État transmettrait l'histoire que tu voudrais, donc peut-être pas en France du coup. Je pense pas en France du coup, mais pas besoin d'aller aussi loin dans le futur, j'ai pas trop d'idées, mais genre la transmission, comme toi Mathilde, on l'a évoqué avant, c'est quelque chose qui commence déjà. J'ai des neveux, des nièces, et je suis grande sœur aussi, la transmission commence déjà, c'est des discussions toutes bêtes pour les renseigner sur d'où ils viennent, parce que mais ils savent pas en fait. Non, quand t'es enfant, t'as pas forcément la curiosité aussi, et les questionnements viennent plus tard, mais je trouve que c'est fondamental d'aider les enfants à se situer, leur dire que oui, tu es français, tu vas à l'école française, on t'apprend certaines choses, mais c'est pas, non mais c'est pas que ça, genre on a des identités multiples, et voici un autre pan de ton identité que je vais t'expliquer, toi. Mon neveu, ma nièce, et même, c'est marrant parce que ça dépasse aussi le cadre familial, parce que j'ai animé des ateliers cet été autour des grands et des grandes oubliés. Et du coup, l'envie, c'était de mettre à l'honneur des personnes qu'on considérait comme grands oubliés en France. La notion elle est un peu problématique, mais on l'a bien expliqué durant ce projet. Et t'as un petit avec qui je parle des tirailleurs sénégalais et des Soninké. Il me dit, mais attends, mais les Soninké, ils ont une histoire. Il était en CM1, CM2, je sais plus trop. Et ce qui me choque, c'est que c'est un petit... déjà, il est très jeune, donc on peut pas lui en vouloir. Mais ce qui m'a étonnée, c'est que c'est un petit qui est vraiment éveillé, tu vois. Un petit qui se pose des questions, un petit qui connaissait déjà les tirailleurs sénégalais, et c'est des figures qu'il a voulu honorer. C'est pour ça que j'insiste encore sur le fait que la famille doit être le premier lieu d'apprentissage. C'est vrai que c'est important qu'on apprenne à nos enfants à se situer avant, en fait, que l'école les oblige à se situer et à leur donner une place qui n'est pas forcément la leur, en fait. Qu'est-ce que tu en fais, où tu te situes par rapport à ça, en fait? Ça aurait été bien qu'on apprenne d'abord à nos enfants, voici mon histoire, celle de mes parents, la tienne, et oui, là tu es en France, tu apprends telle ou telle histoire, mais tu as aussi cette histoire. Tes parents aussi ont une histoire, en fait. Leur histoire n'a pas commencé à ce point-là qu'on te raconte à l'école, il y a toute sur notre histoire, on a nos cultures, on a nos valeurs, et ta culture compte autant que la leur, en fait. Ouais. C'est pas une culture que, oui, on te l'apprend à la maison, donc elle reste un petit peu à la maison et dans ton cercle familial, mais c'est pas une culture que tu dois aussi cacher, voir comme une paria, et que la culture qu'on t'apprend à l'école, c'est celle qui est meilleure et celle vers laquelle tu dois tendre, en fait. Parce qu'il y a cette idée aussi de, tu dois correspondre. Oui, t'es comme ça, mais tu dois essayer de correspondre. Faut au moins savoir d'où tu viens et être totalement ok avec ça, en fait. D'être fier de ta culture, de ton histoire, et aussi d'apprécier cette culture un peu binaire, en fait, qu'on a quand on est afrodescendant. On a la culture européenne et aussi la culture de nos parents, en fait. Merci beaucoup pour vos témoignages qui étaient très riches de... Vous avez été vraiment sincère, en fait. Genre, bon, c'est assez une aparté, mais merci beaucoup. Genre, vous avez été vraiment sincère. On va pleurer, arrête. Non, mais franchement, non, je suis vraiment contente parce que, genre, je me suis dit, bon, c'est un sujet un peu personnel. Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir parler de leur histoire et tout?
Mais vous avez vraiment joué le jeu en fait. Donc, merci beaucoup. Merci à pour toi. ce sujet. Ouais, Hein. trop bien. Toujours C'était intéressant trop de bien. parler d'histoire. C'est coupé. C'est bien. Merci d'avoir écouté cet épisode du Maquis, un podcast de l'Amécas. Pour poursuivre cette conversation, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux via le hashtag Le Maquis et vous abonner sur votre plateforme de streaming.